Bonjour à tous, goedemiddag. On va faire un petit exercice cet après-midi. On va se retirer et on va oublier les bruits du monde qui nous entourent. En we gaan even kijken ook naar de toekomst toe. De opdracht van de Koning Boudewijn Stichting, la mission de la Fondation Roi Baudouin dans le domaine du patrimoine, c'est d'intervenir quand des témoignages du passé, de la culture, risquent d'être menacés, en vue de les sauvegarder. Met een duurzame oplossing, uiteraard. Een oplossing tegen de tand des tijds. Een dubbele opdracht. Zelf tussenkomen, agir d'initiative quand des œuvres sont menacées, mais aussi aider ceux qui détiennent une part de ce patrimoine à le transmettre et si possible le transmettre à l'intérêt général. Dat erfgoed borg maken voor de toekomst. De toekomstige generaties, hoe verschillend zij ook zullen zijn. Vous vous attendez à ce que je donne comme exemple de cette mission l'incomparable donation de François Schuiten à la Fondation Roi Baudouin. En het is ook zo. U ziet een aantal tekeningen van François Schuiten op de eigen stand van de Koning Boudewijn Stichting. En later zal ik u uitnodigen om een bezoek te brengen aan de Bibliotheca Wittockiana, waar een 50-tal van de geschonken tekeningen tentoongesteld worden van François Schuiten. Doorgeven, transmettre. De ervaring van de Koning Boudewijn Stichting toont aan dat het uiteraard geen gemakkelijk proces is. Transmettre est peut-être un des actes les plus difficiles pour un être humain qui commence et qui s'efface et qui doit assurer une part de cette transmission virtuelle, culturelle, matérielle. Het doorgeven en dan nog doorgeven in de beste voorwaarden is uiteraard niet gemakkelijk. Maar doorgeven met de beste voorwaarden betekent doorgeven zodat wie krijgt, aan wie u doorgeeft, op zijn beurt, op haar beurt, wat die geschonken krijgt, aan de anderen op zijn beurt in de beste omstandigheden, in de beste voorwaarden zal kunnen doorgeven. Transmettre dans les meilleures conditions, c'est créer les conditions pour que ceux à qui vous donnez puissent à leur tour transmettre dans les meilleures conditions. Vaak gemakkelijke constructies in plaats van ingewikkelde oplossingen. Zoek niet te ver. De toekomst is niet ver. Cette mission de la Fondation Roi Baudouin, je voudrais l'illustrer, avant de donner la parole à nos deux héros, par la donation récente de John Simenon. John is de zoon van Georges Simenon. En John heeft dus het patrimonium gekregen van zijn vader. De vader heeft zichzelf geen initiatief genomen. On comparera un peu tout à l'heure avec le dessinateur Comès peut-être. Georges Simenon heeft geen initiatief genomen om zijn nalatenschap borg te maken voor de toekomst. John zit met dat erfgoed. Hij wilde dat verzekeren, verwaarborgen voor de toekomst. Het toegankelijk maken voor de lezer van gisteren, van vandaag en van morgen. John a un peu réagi sur les mêmes paramètres que François Schuiten. Je ne suis pas seul propriétaire de la mémoire de mon père. Les livres de mon père appartiennent à l'ensemble des lecteurs d'aujourd'hui et de demain. En de formidabele schenking van John Simenon aan de Koning Boudewijn Stichting maakt ook borg dat dat materiaal, manuscripten, archief, veel brieven, boeken ook, toegankelijk zullen zijn. Hij hoopt het in het luxe, toegankelijk zullen zijn, tout ce patrimoine sera accessible aux lecteurs de demain pour les générations futures. Je ne vais pas représenter François Schuiten, à qui on donne la parole tout de suite. Peut-être un mot
pour replacer Thierry Belfroy. Il est l'auteur d'un formidable livre paru récemment chez Casterman qui s'appelle L'horloger du rêve. L'horloger du rêve est la plus belle monographie qu'on ait consacrée à François Skeuten et il vous en dira tout de suite beaucoup plus. François gaat getuigen van deze zin om een erfgoed te delen met de toekomstige generaties en vooral borg maken met de steun van bepaalde instellingen en organisaties, borg maken voor de toekomst. Thierry, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà lu ou entendu parler de cette donation de François Skeuten. Et je pense que la première chose qu'il faut demander à François, c'est de replacer cette donation dans son contexte. Qu'est-ce qui pousse un auteur qui a encore beaucoup de choses à dire, puisque au moment où cette donation est faite, on est loin de connaître un François Skeuten qui prend sa retraite, il a encore de belles années devant lui. Qu'est-ce qui pousse un auteur à se séparer de 1200 planches, de toute une série de documents qui vont avec ces planches, puisqu'il ne s'agit pas que d'une donation concernant les albums de bande dessinée, mais aussi toute une série d'images qui correspondaient à ces univers d'albums de bande dessinée, et également avec la complicité de son co-auteur Benoît Peters, de tous les scénarios de ces albums. Alors qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux, et évidemment toi d'abord François, puisque c'est toi qui as pris cette initiative, à transmettre à la Fondation Rambaud d'une part, mais aussi à la Maison Autric pour ce qui concernait les archives de Scarpé, à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, pour toute une série d'autres planches, et au musée d'Angoulême, enfin, pour d'autres planches encore. Qu'est-ce qui vous a poussé à tous les deux faire ce geste ? En fait, c'est un long processus. Tout simplement, les originaux de bande dessinée n'ont pas toujours été très considérés. À une époque, on faisait ces planches avant tout pour la publication. Et d'ailleurs, souvent, l'éditeur oubliait de renvoyer, ou j'ai même entendu que les planches de Derzo avaient servi pour caler une presse à imprimer. Et quand ils ont déplacé la presse, ils ont découvert 2 albums entiers d'Astérix qui étaient là juste pour caler la machine. C'est pour dire donc que ça n'avait pas beaucoup de valeur. C'est vraiment, ça commençait à prendre de la valeur. Dans les années 80, on était très surpris, on voyait des gens qui commençaient à s'intéresser à ça, à vouloir acheter les originaux. Et c'était très troublant parce que nous, on se donnait des planches, on était un peu léger avec tout ça. Et puis on a vu un autre phénomène arriver, c'est que les films qui servaient à préserver, à faire en sorte qu'on puisse encore faire des albums, commençaient aussi à s'altérer. Et on voyait des albums qu'on ne pouvait presque plus imprimer d'une façon correcte. Et ça a fait que naturellement, j'ai conservé beaucoup d'originaux, les originaux qui étaient nécessaires aux albums couleur, parce que je voyais bien que souvent mon éditeur me disait « Tiens, est-ce que tu pourrais nous ramener cette planche parce que on n'a plus l'original, on n'a plus le film a été prêté à une édition étrangère. » Donc je voyais bien la fragilité. Alors on travaille en fait pour faire des livres, et je me disais peut-être qu'un jour on ne pourra plus faire ces livres. C'est le cas de certains de mes confrères. On est obligé de refotographer non pas les originaux, mais photographer uniquement les albums, avec une perte évidemment considérable. Et ça c'est vraiment très vexant quand on passe tant d'heures sur ces planches, de voir qu'on est obligé d'arriver à ce résultat assez médiocre pour continuer à ce que ce soit des livres. Donc tout doucement, ça a commencé comme ça à travailler. Alors on pense à une fondation, mais c'est très compliqué, c'est très lourd, puis on se dit que c'est pas vraiment notre job de faire ça. On pense, Tardy me disait brûle tout, mais je trouvais que c'était pas non plus une très bonne idée. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui vous traversent, et puis au fur et à mesure, on se dit que les données seraient ce qu'il y a de mieux, parce qu'en définitive, ces planches, elles appartiennent peut-être avant tout au lecteur, elles sont là pour que le lecteur puisse continuer à les lire dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que les techniques d'impression vont évoluer, on sait qu'on fera sans doute de plus beaux livres encore demain, sur des papiers encore plus particuliers, et que ces fichiers numériques qu'on nous prétend toujours comme une espèce de chose infinie, éternelle, feront bien rire les imprimeurs de demain. Alors cette donation, on
on l'a dit en préambule, c'est une transmission. Mais la transmission, ce n'est pas que donner ses planches. Elle est au cœur, en fait, réellement de ton œuvre. C'est déjà quelque chose qui t'obsède depuis très longtemps, à travers, d'une part, les albums des Cités Obscures, ou les autres qu'il y a eu avant avec Claude Renard et avec Luc, ton frère, mais aussi à travers tout un travail dans le domaine de la scénographie, dans le domaine du mobilier urbain, pour l'appeler de manière générale, comme les stations de métro, etc. Il y a vraiment une envie de transmettre qui est au cœur réellement de l'action artistique que tu as menée. Mais quand on est auteur de bande dessinée, d'abord on sait bien qu'on est né avec Tintin, Franquin, Black et Mortimer, donc déjà on capte tout un univers, toute une richesse. Et puis on est aidé avec les conseils. Moi j'ai eu des conseils magnifiques de Maurice Tilleux, j'ai eu des conseils de Franquin, j'ai eu des conseils de JG, j'ai eu des conseils comme ça, des gens qui vous aident. Et donc on sait bien que c'est un métier tellement difficile, c'est un métier très laborieux, c'est un métier qui est très exigeant en termes d'énergie, de temps. Et donc on sent naturellement que ce qu'on a reçu si généreusement et parfois d'une façon comme ça, c'est tellement naturel, que c'est un petit peu, chacun doit continuer ce mouvement-là à sa façon. Ceux d'entre vous se souviennent peut-être, we parlent de bezoekers van deze middag, herinneren zich wat François Schouten heeft 2 jaar geleden hier op een paar meters van deze zaal heeft gerealiseerd met de presentatie van de Connie Boudewijn Stichting, de jongste aanwinsten van toen, binnen de collectie van de Connie Boudewijn Stichting in 2012. Un acte culturel dont on se souvient chaque fois qu'on revient à la Brafa, certainement. Ook andere verhalen van het doorgeven, klein of groot, de verzamelaar die zijn eigen collectie wil toevertrouwen aan de komende generaties, de eigenaar van een beschermd pand, een kasteeltje, een domein. Zij zoeken ook naar de beste oplossing. Er is geen goede oplossing zonder maatwerk. Daar ook, là aussi, sur cette transmission de domaines et de collections, à la Fondation Roi Baudouin, nous pouvons raconter de belles histoires écrites ensemble avec le collectionneur ou le propriétaire. Mais rien ne remplace l'acte du créateur lui-même qui confie cette création à d'autres. Et là, je repasse aussi à nouveau la parole à Thierry Belfroy, qui a aussi bien connu Didier Comès, un autre grand de la bande dessinée qui lui est disparu au début de l'année passée. Oui, alors je pense que François peut en parler aussi. François était un grand ami de Didier Comès. Pour ma part, j'ai été commissaire de 2 expositions dans les 2 années qui ont précédé sa mort. Donc, la dernière, il y a tout juste un an, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, 3 semaines avant qu'il décède. Et nous étions, François comme moi, un peu inquiets du peu de dispositions qu'il avait prises, tout en sachant qu'il n'avait jamais que 70 ans et que normalement il avait encore un nombre d'années important à vivre, mais il n'était pas en très très grande forme. Et on avait essayé de travailler de manière tous les deux à lui faire comprendre que ce serait dommage que son œuvre s'éparpille. C'est un immense auteur belge, un des plus grands auteurs du noir et blanc mondial, je crois qu'on peut vraiment le dire sans exagérer. Et hier encore, je parlais de lui avec un éditeur concurrent qui est belge, mais dans une maison concurrente, qui me disait que Silence était l'une des 10 meilleures bandes dessinées du monde. Donc c'est dire si même des gens qui ne sont pas a priori destinés à le défendre publiquement pour en tirer éventuellement des bénéfices mercantiles, reconnaissent lorsqu'ils ont lu cet album qu'il a changé leur vie. Je pourrais vous raconter d'ailleurs 2 ou 3 extraordinaires anecdotes qui sont arrivées depuis la mort de Didier Comès, qui montrent à quel point il est encore vivant à travers son œuvre, jusqu'en Finlande d'une part, jusqu'aux États-Unis de l'autre, puisque j'ai eu 2 histoires qui se sont croisées ces derniers mois, ces dernières semaines, venant d'aussi loin que de la source créatrice. Donc un Finlandais qui m'écrit pour me dire que c'est quelqu'un qui a changé sa vie, qui débarque à Bruxelles, qui me demande un rendez-vous. Je ne savais pas très bien ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, voilà, je veux comprendre Didier Comès en allant sur les traces, l'endroit où il a vécu, l'endroit où il a créé tel livre, etc. Il a même été jusqu'au crématorium où
les cendres avaient été réparties. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de vivre Didier Comès à travers un pèlerinage, on ne peut pas l'appeler autrement. Et d'un autre côté, une histoire à New York avec un de mes amis qui est un grand reporter photographe, qui est en reportage à New York à Central Park. Il fait des reportages pour l'instant sur les joggers de Central Park, et il pleut à tout rompre, il est obligé de se réfugier dans un café, il est dans un Starbucks Coffee et il voit un noir avec des bras comme ça en train de dessiner. Alors lui il connaît rien en dessin, mais il a vécu toute son enfance juste en dessous de la maison de Didier Comès, donc il a vu Didier dessiner depuis ses 8-9 ans, même ses 5-6 ans, et même s'il n'y connaît rien, ça l'intrigue toujours. Alors il va au devant de ce monsieur et il commence à parler avec lui. C'est un gros black comme ça qui lui explique qu'en fait il a appris à dessiner en prison, qu'il vient d'être libéré et qu'il veut aujourd'hui se reconvertir en faisant de la bande dessinée. Il dit voilà, je m'apprête à terminer mon premier comics, et ce que je ferai, c'est quand je mettrai la dernière main, la dernière case, je vais l'envoyer en Belgique à un auteur qui a changé ma vie. Et c'était Didier Comès. Et c'est incroyable, je suis toujours ému quand j'en parle, mais c'est fou l'influence que peut avoir un livre comme Silence. Donc c'est un détenu qui a lu ce livre 20 ans après sa parution et qui a eu une révélation. Et il tombe sur l'ami d'enfance de Didier Comès, grand reporter, en train de travailler un reportage sur les joggers. Le monde est quand même vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je pense que Comès est un immense auteur, et que lorsque son décès est arrivé de manière vraiment très très rapide et inopinée, on s'est retrouvé extrêmement désarmé parce qu'on sentait bien qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires. Et François, surtout, d'autres personnes, moi dans une certaine mesure comme je le pouvais aussi, nous avons tenté de convaincre la famille des ayants droit, puisque Didier Comès avait un frère aîné et 2 sœurs aînées qui étaient les héritiers, de se tourner vers la fondation, ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi il y a 4 planches, ou 5 planches je pense, qui sont sur le stand, qui sont magnifiques, ce sont des planches noir et blanc vraiment spectaculaires, qui sont ici sur le stand, puisque la donation vient d'être faite il y a 3 mois à peine, 2-3 mois que la fondation est entrée en possession de tout ce patrimoine, qui est un patrimoine dont on reparlera certainement dans les années à venir. C'est en effet plusieurs centaines de planches et de documents d'archives, de projets de dessin qui ont été recueillis au décès de Didier Comès. De Connie Boudewijn Stichting en vooral mijn collega Anne de Breuk achteraan in de zaal. Bonjour Anne en bravo pour ça. De Connie Boudewijn Stichting heeft met de familie gewerkt om de best praktische oplossing te zoeken en te vinden om dat erfgoed, de tekeningen van Didier Comès, te redden, misschien een groot woord, maar vooral te verwaarborgen voor de toekomst. François aussi a partagé cette démarche, surtout ce sentiment de la collectivité ou de la propriété collective de l'ouvrage, qui développe l'ouvrage aussi dans le temps, parce que l'ouvrage se passe dans la mémoire de lecteur en lecteur. Je crois que ça a été une de vos fortes motivations. Et ce qui est remarquable, qui change peut-être, qui fait la différence avec le collectionneur, ça c'est l'acte du créateur qui partage avec son public et ce droit de propriété quelque part. Oui, qu'est-ce que posséder une planche? Ça m'a toujours intrigué parce que je vois bien, je comprends les collectionneurs. Je ne suis pas collectionneur, mais j'ai quelques planches de bande dessinée quand même. Ce qui est un peu paradoxal quand on plaide à les donner. J'en ai. Et Dieu sait que tu les regardes. Oui, je les regarde, c'est des planches américaines parce que c'est les Winsor McCay, Herriman ou Milton Caniff sont des maîtres incroyables qui évidemment, quand vous les avez à côté de vous, vous nourrissent et vous entraînent et vous obligent à vous remettre en question. Et leur présence est un aiguillon. Et en même temps, on sent les racines de notre métier, de ce que c'est que la bande dessinée. Quand on voit ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, avec quelle technique, on apprend énormément sur son propre travail en fait, sur son pourquoi on fait ça. Donc c'est vraiment très, très important. Je voudrais quand même dire quelque chose concernant ce problème qui est de voir des auteurs qui souvent n'ont pas eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire de leur planche. La donation a été quand même assez médiatisée et j'ai eu beaucoup de réactions
de gens qui m'ont dit de ZEP en pensant à plein d'auteurs. Il y en a un qui m'a dit ça m'a complètement déprimé, je suis parti en vacances quand j'ai entendu ça, parce que je trouvais ça tellement invraisemblable de donner tout son travail. Et sa femme m'a dit mais c'est vrai, vous savez, on l'a vu partir parce qu'il n'en pouvait plus. Donc ça peut déprimer, c'est très troublant en fait cette idée de se dire qu'on travaille pendant 35 ans ou 40 ans et quand on les met sur la table pour qu'elles partent, c'est un sentiment très curieux. Et en même temps, c'est un soulagement. Et on se sent plus léger parce qu'on se dit, maintenant, c'est vous qui en avez la responsabilité, en espérant qu'il n'y ait pas de tuyaux qui percent comme à la BNF. Je regarde toujours chez M. Wittock si la plomberie est bien faite. Alors peut-être juste pour rassurer tout le monde, il y a eu effectivement donc une fuite d'eau très importante à la BNF cette semaine. Les œuvres de Françoise Skeuten sont sauves, faut le dire. Il n'y a pas eu de dégâts. Non, il n'y a pas eu de dégâts. Et donc, ce problème, en fait, on l'a abordé aussi avec Philippe Geluck. On est allé voir un ministre qui était en charge un petit peu de tout ça, pour lui dire, essayons d'aider les auteurs, de voir Marchereau qui a disparu presque dans l'anonymat, alors que c'est un des plus grands auteurs belges. Et il n'y avait pas de signe de la part de l'État pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui faire comprendre que son travail était reconnu, apprécié. On n'a pas les outils aujourd'hui pour justement permettre cette passation. Et c'est très dommage. Voilà un pays qui se revendique comme le cœur de la bande dessinée, qui nous fait des fresques et des tas de festivals, mais qui n'est pas capable en même temps d'être soucieux de ça. Et je n'oublierai quand même pas les gaffes qu'on a fait par rapport à la veuve Magritte, au moment où elle a voulu, malgré tout, pour éviter des droits de donation très importants, trouver un accord avec l'État belge. On n'a pas été capable, là, à ce moment-là, de faire ce qu'il fallait. Je regretterais quand même qu'on ne soit pas capable de construire quelque chose de plus large et de plus important vis-à-vis de la bande dessinée. Il y a des situations vraiment difficiles pour certains auteurs, et ce serait vraiment bien de pouvoir y répondre. Ce serait intéressant, justement, que des débats comme ça servent un petit peu à essayer de construire une réflexion. Il faut peut-être juste dire quand même aussi que ce n'était pas du tout jusque-là l'objectif ni le travail de la Fondation Rabaudouin. C'est aussi la raison pour laquelle François, dans une interview récente dans un des journaux qui soutient l'organisation de cette conférence, parlait de virginité attentive de la Fondation Rabaudouin. Het is uiteraard zo. De stichting heeft wel een opdracht wat erfgoed betreft. J'ai rajouté que c'était une virginité réjouissante, Voilà. parce que vous n'avez pas de mauvais réflexes Merci. et pas d'idées préconçues sur la bande dessinée. Maar het is ook een gedrag dat telt voor andere sectoren van het erfgoed. Wij zijn geen archeologen, wij zijn geen... in feite hebben we de expertise niet binnen de Koning Boudewijn Stichting. On est un passeur. On va chercher les expertises, on met ça ensemble dans le domaine du droit, dans le domaine de la fiscalité, mais aussi dans le domaine de l'art et de la culture. Een platform waar opbouwende oplossingen kunnen opgebouwd worden. De schenking van François Skeuten is uiteraard een uitdaging. We gaan tot aan de limieten van de opdracht, maar waar staan deze limieten? Et François a démontré que les limites n'étaient finalement que de l'imaginaire et que s'il y avait un horloger des rêves, eh bien, ook bij de Koning Boudewijn Stichting is het zo, ook zo gedraaid geweest. Quelques mots de Thierry. Oui, mais je voudrais juste qu'on redemande un petit peu à François de préciser aussi dans quelle mesure on se sent différent après une donation comme celle-là. Est-ce que on retrouve une sorte d'enthousiasme, une sorte de légèreté lorsqu'on se défait aussi de quelque chose qui est pesant, parce que on y faisait allusion tout à l'heure, les collectionneurs sont là, ils sonnent à la porte, ils téléphonent, ils demandent à l'auteur très fréquemment « Vous voulez pas me vendre une planche s'il vous plaît ?» Les galeries sont là, il y a de plus en plus de galeries, il faut quand même reconnaître que les galeries commerciales, certaines sont ici et on ne peut pas leur jeter la pierre, se sont multipliées et donc ont une clientèle qui est évidemment très intéressée par les grands auteurs dont je fais partie. Et donc c'est intéressant aussi de dire l'après, quand on s'est débarrassé de tout ça. Débarrassé, oui. En fait, c'est une façon de voir clair, en réalité, d'essayer d'éclaircir un peu sa pensée, parce que c'est vrai que la pression des ventes publiques, des galeries qui sont là,
Il y a des moments difficiles financièrement que tout auteur traverse. On est vraiment, c'est des fluctuations. Les albums de bande dessinée, malgré tout, se vendent moins bien parce qu'il y en a de plus en plus. Donc on est dans une fragilité quand même d'un marché qui est surchargé. Et donc c'est beaucoup de questions quand on fait nos planches. Et d'ailleurs, c'est une façon de se débarrasser aussi de ce rapport. Je trouve que les planches sont là avant tout pour faire des livres, pour raconter des histoires. Quand il y a l'argent qui vient brouiller ça, on le sait, les galéristes pousseraient peut-être à ce que vous fassiez des planches sans texte. Si je les écoutais, je ferais des planches avec des filles nues dans des architectures en perspective. Si on écoutait ça, si on écoutait la demande, on peut vraiment se pervertir, se perdre. Donc, c'est y voir clair, essayer de se dire que tout n'est pas à vendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre, parce que justement, elles sont liées à un autre processus. En même temps, vendre et le lien avec le marché, et j'aime venir à la Brafa, est aussi important. Parce que ces collectionneurs préservent aussi beaucoup de choses, et ce sont eux qui aident à donner de la valeur à nos originaux. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué d'y voir clair. Peut-être juste pour que ça soit clair pour le public qui parfois se demande comment tu as pu dans la même année à la fois donner et à la fois vendre, dire un mot de la vente chez Arcurial qui a eu lieu il y a 2 mois, du contexte dans lequel elle s'est faite. Donc c'est très étrange effectivement qu'un auteur qui donne 1200 planches revienne 8 mois après en disant ben voilà, maintenant je vais faire ma première grande vente publique aux enchères. Donc tout ça n'est pas arrivé par hasard et fait partie en fait d'une réflexion globale. Voilà, c'est dire ce qui constitue, ce qui est au cœur de livres doit être préservé pour rester des livres. C'est pour ça qu'à la bibliothèque Wito Okiana, j'étais très heureux de remettre ce lien avec le livre, avec cette bibliothèque un peu hors norme, infinie, vaticane ou borgésienne. C'est justement pour retendre ce lien. Et puis en même temps, je trouve qu'il est vraiment intéressant de dialoguer avec ce marché, avec ces collectionneurs, avec ces amoureux du dessin. Et donc là, je me suis dit, à l'état d'images qui participent à d'autres sphères, qui sont des illustrations, qui sont des affiches, qui sont des images faites pour des expositions universelles ou pour des stations de métro. Et celles-là, par contre, elles peuvent appartenir. Je suis même très heureux et très fier quand je sais qu'elles sont préservées dans le cadre de belles collections. Er is iets dat we nooit vergeten bij de Connie Boudewijn Stichting. C'est notamment que les plus grands musées du monde, de grootste musea ter wereld, zijn allemaal, bijna zonder uitzondering, ontstaan vanuit een privécollectie. Jaren, eeuwen geleden. Maar de grootste musea zijn ontstaan in de kunst van het samenbrengen, verzamelen van een verzamelaar. Il n'y a pas de petite collection qui ne puisse devenir un jour un grand musée. Juste un exemple, une collection de céramique bruxelloise essentiellement du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui était la propriété d'une famille gantoise. De huidige eigenaars van deze collectie wilden dat niet verspreiden zien. En hebben samen met ons bij de Connie Boudewijn Stichting een oplossing gezocht. De collectie had een zeer bepaald niveau, maar u kunt die collectie niet verliezen in een bestaande grote museale collectie. Een kasteeltje werd uitgekozen, toegankelijk voor het publiek, waar die collectie, geschonken aan de Connie Boudewijn Stichting, of samen met haar, samen aan haar verkocht. De collectie staat in het museum van Freyr aan de Maas. 20 000 visiteurs la voient tous les ans. Ça fait 2 millions de visiteurs dans combien? Dans 100 ans. 2 millions de visiteurs auront vu cette collection. Toegankelijk voor de toekomst en toevertrouwd aan de stichting uiteraard, maar vooral aan de komende generaties. Je ne sais pas si on a abordé l'ensemble des thèmes que vous vouliez aborder. Je voudrais qu'on parle encore d'une chose, puisqu'on parle de musée à l'instant. Il y a un paradoxe dans le fait que la plupart des grands musées européens ou américains ignorent
totalement et superbement la bande dessinée, et que dans le même temps, la bande dessinée est rentrée aujourd'hui légitimement, je vais dire, dans tous les milieux, dans tous les types de récits. Elle s'empare du réel. On voit aujourd'hui énormément de bandes dessinées de reportages qui sont en train de remplacer des formes de journalisme ou de documentaire. C'est dire si la bande dessinée a mûri, si elle est rentrée véritablement dans la vie, dans la société. La plupart des grands médias français notamment en parlent aujourd'hui, et elle est absente des musées. Alors c'est une question, d'une part, c'est pourquoi et comment éventuellement les musées peuvent y remédier. Mais l'autre question qui se pose, c'est que fait une bande dessinée dans un musée? Comment regarder une planche de bande dessinée qui est sortie de son récit? C'est la différence entre même une œuvre d'Alechinsky, qui est parfois presque narrative, avec ses frises qui elles-mêmes sont presque comme des côtés dans le mineur de bande dessinée, et une planche elle-même qui a participé à un moment donné à un récit et qui est sorti de son contexte. Et je pense que c'est intéressant parce que les planches justement de François ou de Didier Comès qui se trouvent sur le stand de la Fondation sont des planches qui sont retirées de leur récit. Elles ont pourtant un intérêt. Quel est cet intérêt? Qu'est-ce que le spectateur peut aller chercher aujourd'hui dans un musée justement en regardant une planche de bande dessinée? Je voudrais que François réponde à cette question. Oui, l'intérêt d'une planche est très particulier, parce qu'il est évident qu'il y a, pour celui qui a aimé une histoire, c'est qu'il tient un morceau d'un récit. Il tient comme un fragment d'une fiction, de toute une histoire qui l'a fait vibrer. Il est évident qu'en posséder, qu'avoir comme ça ce petit fragment a quelque chose qui peut être lumineux pour certains, parce que c'est une émotion tellement particulière. En même temps, une planche de bande dessinée n'est pas faite pour être au mur. Elle est d'abord, généralement, quand on la regarde, elle est réduite, elle est dans une position généralement verticale ou semi-verticale, c'est-à-dire légèrement inclinée. Et c'est là où elle est, disons, la plus agréable. Elle est souvent en dialogue avec une autre page. Alors là, souvent, on l'isole. Maintenant, on la met droite comme un tableau. Et elle n'a pas toujours l'efficacité, évidemment, que peut avoir une illustration ou une peinture. Et donc, il y a certainement toute une réflexion à avoir. J'étais un des premiers à beaucoup travailler avec la lumière, les cadreurs, pour que le regard vienne plonger dans la planche. Et à la bibliothèque Pitocania, on a beaucoup travaillé sur la lumière pour que l'intimité qu'il y a dans la relation entre le lecteur et la page, qu'on retrouve quelque chose comme ça. Mais on pourrait sans doute aller beaucoup plus loin. Il y a toute une réflexion qui est en train de se faire sur cette façon de regarder, de présenter la planche originale. C'est un défi pour les musées, mais du reste c'est un défi auquel ils sont confrontés avec la présentation des dessins anciens et du matériel d'archives. Et quelque part il y a des expériences à partager. Le dessin ancien, le dessin du XVIe ou du XVIIe siècle n'a pas été fait pour être encadré et présenté au mur. Et en ce sens, les grands artistes se rejoignent quelque part. On va conclure, puisqu'on a l'air d'avoir rangé la vaisselle, on va conclure un peu nos propos. Moi, je voudrais remercier la BRAFA pour avoir organisé ceci, mais aussi pour nous inviter à la Fondation Roi Baudouin chaque année, depuis 7 ans maintenant, à disposer d'un petit stand où on présente les dernières acquisitions. Moi, je voudrais, j'espère que la BRAFA nous écoute, donner rendez-vous à François et à vous tous in 2017, dans 2 ans, en 2017, où on voudrait redéployer les collections de la Fondation Roi Baudouin après 30 ans d'existence de ce fonds du patrimoine. 30 jaar aanwinsten van de Koning Boudewijn Stichting, een afspraak binnen 2 jaar in 2017 bij de BRAFA. 2 rendez-vous. Plongez-vous dans l'horloger du rêve. C'est édité chez Casterman. C'est un voyage dans les rêves de François, mais aussi accompagné par Thierry Belfroy, et ce compagnonnage vous transporte très loin. Ook een afspraak, en dat is de tentoonstelling bij de Bibliotheca Witockiana. La présence de Michel Wittock dans la salle me trouble un peu, parce qu'il aurait pu parler très bien de ce collectionnisme, de cet art et de ce péché du collectionneur, beaucoup mieux que moi. Een afspraak bij de Bibliotheca Witockiana voor de tentoonstelling van een 50-tal tekeningen van François Schuiten in een sfeer, een omgeving opgericht, gecreëerd door François Schuiten zelf.
L'exposition dure jusqu'au 19 avril. Vous avez le temps, mais comme chaque fois, ne laissez pas passer le temps. Ne vous précipitez à la Wetokiana. Bij de Wetokiana hebben we ook een kleinere publicatie uitgegeven. In teken van dankbaarheid, en signe de gratitude à François Scheuten pour sa superbe donation à la Fondation Roi Baudouin, Koning Boudewijn Stichting. Dank u. Merci François, Merci. merci Thierry, merci à tous.